Des échoppes en bois remplies de fruits et légumes, le bétail qui déambule dans les allées étroites, c'est l'affluence sur le marché de Mekele dans la province du Tigré au nord de l'Éthiopie. Tekiagos est vendeur de céréales, aujourd'hui ses affaires sont prospères. Mais il se souvient de ces mêmes allées durant la famine de 1984-85 qui a fait selon les bilans entre 400 000 et 1 million de morts. À cette époque, la situation était vraiment dramatique. Les personnes mouraient dans la rue sans que l'on comprenne pourquoi. La municipalité ramassait les corps et les emmenait en voiture pour les enterrer. Au début des années 80, alors que l'Éthiopie est victime d'une sévère sécheresse, la dictature marxiste de Mengistu Haïle Mariam tente d'affaiblir les rebelles du Nord et entraîne le pays dans une famine sans précédent. Mais 30 ans plus tard, les images d'enfants affamés qui avaient choqué et ému le monde entier sont bien loin. L'Éthiopie a développé un système d'alerte, il repère les zones où une situation d'insécurité alimentaire peut surgir. Les autorités veillent également à conserver d'importantes réserves de grains, environ 400 000 tonnes à ce jour. L'autosuffisance signifie que nous devons utiliser au mieux les ressources dont nous disposons afin de ne dépendre de personne. Nous avons des terres et une main-d'œuvre qui ne demandent qu'à travailler. D'ambitieux projets d'irrigation dans des villages tels que Abra, Béa permettent à ces sols arides de devenir de précieuses terres arables. Une 50aine de réservoirs retiennent les eaux de la saison des pluies. Et les résultats sont impressionnants. Ce système a permis à la production agricole du village d'être multipliée par 4. Grâce à ce projet, nous assurons notre sécurité alimentaire. Ces gens qui ne mangeaient qu'une fois par jour ont désormais 3 repas par jour. Le réservoir va se remplir et verdir les environs, ce qui permettra aux champs du village d'avoir suffisamment d'eau pour être cultivés. Le gouvernement éthiopien espère sortir de la pauvreté et rejoindre les pays à revenus intermédiaires d'ici 2025, un objectif ambitieux. Mais ici, dans la province du Tigré, la végétation a déjà repris ses droits sur le paysage de sable et de pierre. Bernice Motier-Eloa dirige une équipe de 22 personnes sous terre, dans la mine de platine de Batopele. L'écrasante majorité de ses subordonnés sont des hommes, et Bernice a conscience d'être une exception dans le milieu traditionnellement macho des mines. Elle se souvient encore de l'attitude de ses collègues quand elle est descendue pour la première fois, en 2002, dans une mine d'or. Les hommes ne nous aimaient pas. Ils nous disaient direct, c'est un travail d'homme. Que venez-vous faire ici? Ah, vous voulez être à 50-50? Ok, tu fais ça et moi je fais l'autre moitié. Mais le premier ou le deuxième jour, ce n'est pas évident de faire aussi bien. Donc vous ne profitez pas de votre travail et si vous ne faites pas tout parfaitement, ils disent, on vous l'avait dit. Et il y a de la discrimination. En Afrique du Sud, les femmes n'ont le droit de travailler dans les mines que depuis 1996. Après la levée d'une interdiction datant de l'apartheid. Aujourd'hui, le secteur des mines emploie 15% de femmes. Anglo American Platinum, le plus gros employeur privé du pays, en compte plus de 3000 sous terre. Et son PDG n'y voit que des avantages. Les femmes sont très douées pour beaucoup de tâches. Conduire les véhicules, par exemple. Souvent, les femmes sont meilleures que les hommes. Elles sont plus consciencieuses, plus rapides. Elles prennent mieux soin de l'équipement. Les femmes sont naturellement meilleures que les hommes pour certains emplois. 350 mètres sous terre, les dangers ne manquent pas. Et pour les femmes, le risque de harcèlement sexuel est amplifié par la promiscuité. Une employée a été violée et tuée dans une mine d'Anglo-Américaine en 2012. Et cette année, une autre femme a été agressée sexuellement dans les vestiaires de Batopele. J'étais choquée, vraiment. Je ne me sentais plus en confiance. J'avais peur que ça m'arrive. Ça m'a beaucoup affectée en tant que femme. Et en tant que superviseur, je dois me rendre dans certains endroits toute seule. Que se passera-t-il si quelqu'un que je ne connais pas survient? C'était un choc. La sécurité a été renforcée avec des caméras de surveillance et un système d'identification biométrique. Mais généralement, les employés se sentent à l'aise dans la mine. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème ici. Mes collègues masculins se comportent bien. Bernice et Nozuko veulent toutes les deux devenir superviseurs de la mine. Une ambition qui aurait semblé inconcevable il y a seulement quelques années. Identifier la proie, s'approcher sans se faire repérer de l'animal,
Les conditions de la chasse sont réunies, une antilope est en vue à 100 mètres. Adri vise et le Blessbox s'effondre, tué sur le coup. Cette chasseuse de 57 ans est aussi la directrice de FASA, l'association des chasseurs professionnels d'Afrique du Sud. Comme beaucoup d'autres confrères, elle a déjà reçu des insultes et des menaces de mort à cause de son activité, des messages qu'elle ne comprend pas. Pensez aux vaches qu'on amène à l'abattoir, le stress qu'elles subissent, alors que cette antilope ne savait même pas que j'étais là. Elle n'a pas senti la mort venir. Les chasseurs professionnels de FASA font venir de riches amateurs étrangers, majoritairement américains, qui sont prêts à payer cher pour pister et tuer des antilopes, des buffles, des félins ou des éléphants. Comptez entre 80 000 et 130 000 euros, selon les pays, pour une chasse au lion de 20 jours. Ces chasses au trophée, bien que légales, suscitent l'indignation des opinions publiques dans les pays industrialisés, surtout pour les espèces menacées. Mais l'argent des chasses contribue à faire exister des réserves privées, comme la ferme d'Iwamanzi. 3000 hectares où cohabitent en liberté des rhinocéros, des léopards, des antilopes et autres animaux sauvages. L'Afrique n'a pas le luxe d'argumenter sur ce sujet du point de vue européen, qui est très isolé. Pour que les animaux sauvages survivent et prospèrent sur ce continent, il faut que les habitants, les communautés locales en tirent les bénéfices. Et le seul bénéfice possible est financier. Et il faut qu'il n'y ait pas de conflit avec les animaux, notamment dans l'agriculture. Avant de tirer sur le Blessbock, Adri a échoué plusieurs fois. Les animaux ont senti les humains et pris la fuite. Ou ce n'était pas la bonne proie. Les chasseurs professionnels ne visent que des vieux mâles qui ne participent plus à la reproduction. Autant de conditions pour que la chasse puisse être qualifiée de responsable et durable. D'où l'indignation des chasseurs quand certains gouvernements de pays riches prennent des mesures contre la chasse au trophée. Certains pays interdisent l'importation de trophées de chasse. Les États-Unis l'ont fait avec l'ivoire d'éléphant en provenance du Zimbabwe ou de la Tanzanie, et l'Australie l'a fait avec les trophées de rhinocéros ou de lions pour toute l'Afrique. Cela a des conséquences pour l'industrie de la chasse, et si les affaires sont affectées, alors pas de bénéfices et pas de protection de l'environnement non plus. Après la chasse, Adri pose pour la photo souvenir. Elle récupérera ensuite la viande et le trophée, c'est-à-dire le crâne et la peau. Elle sait qu'elle n'a aucune chance de faire partager sa passion au grand public. Mais son association veut lutter sur le terrain des arguments, pas de l'émotion. Car les chasseurs en Afrique du Sud se considèrent comme un maillon essentiel de la protection de la nature. Du vent, du soleil et des champs à perte de vue. La Sardaigne est un véritable réservoir naturel à énergie renouvelable. Une chance pour l'île dont l'économie est sinistrée, minée par un taux de chômage qui dépasse les 50% chez les jeunes. Le gouvernement italien a mis en place des subventions pour inciter les habitants à se convertir au solaire et à l'éolien. Un moyen pour eux d'améliorer leurs revenus en revendant le surplus d'électricité tout en leur permettant de moderniser les moyens de production de cette région majoritairement agricole. C'est ce qu'a décidé de faire Rosetta Fanari pour sa fromagerie, en se dotant d'un système de chauffage solaire thermodynamique. Nous essayons de réaliser ce dont on a besoin pour notre activité. Nous sommes contre la réalisation de méga installations qui profitent seulement aux multinationales et pas à la population locale. Car les dérives sont nombreuses, comme par exemple ici à Narbolia, dans l'ouest de l'île. Dans ces quelques 1600 serres recouvertes de 107 000 panneaux photovoltaïques, de l'aloès devait être cultivé. À la place aujourd'hui, des mauvaises herbes. L'installation est gérée par une société chinoise qui se contente de revendre l'électricité, touchant au passage les subventions de l'État. Des 60 emplois initialement promis, seuls 4 ont vu le jour. C'est contre ce genre d'abus qu'a décidé de se dresser Pietro Porcheda, un activiste environnemental sarde. L'argent va partir à coup sûr hors d'Italie. L'entreprise chinoise a racheté une petite société italienne qui avait obtenu les subventions pour le projet. Donc au final, ce sont les Chinois qui sont en train d'empocher 6 millions de subventions par an pendant 20 ans, en plus de 3 millions par an résultant de la vente de l'électricité. Toutes ces sommes, c'est sûr, ne seront pas réinvesties ici. Et les entreprises étrangères ne sont pas les seules. La justice italienne a mis en garde contre des tentatives d'infiltration de la mafia.
Pour préserver l'île, une forme de résistance est organisée parmi les habitants et les agriculteurs locaux. Le maire d'Arborea a ainsi mis un terme à un programme d'exploration gazière situé dans une réserve protégée de pélicans. Ce sont les parents en premier lieu qui se sont opposés à ce projet car ils craignaient pour la santé de leurs enfants. Les mamans en particulier étaient préoccupées par le démarrage d'activités pétrochimiques. Véritable business vert, les énergies renouvelables tiennent une place très importante en Italie. Environ 7% de sa consommation nationale d'électricité est assurée par l'énergie solaire, ce qui fait de la péninsule le numéro 1 mondial en la matière.